Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 31 mai. Au sommaire de cette émission, l'écologiste Karima Delli a fait l'union dans les Hauts-de-France, tête de liste de la gauche unie dans cette région face à Xavier Bertrand et plusieurs ministres du gouvernement. Enjeux maximaux avant les régionales alors que le Rassemblement national est en bonne position dans cette région et dans d'autres. Ça passe ou ça casse, elle est notre invitée. Et puis avec Marine Turki de la rédaction de Mediapart, retour sur de nouvelles révélations, de nouveaux témoignages et documents mettant en cause le comportement avec les femmes du polémiste d'extrême droite Éric Zemmour. Bienvenue dans À l'air libre, c'est l'émission quotidienne de Mediapart. La loi bioéthique est à nouveau discutée cette semaine en commission à l'Assemblée nationale, puis la semaine prochaine dans l'hémicycle. La suite et pas encore la fin d'un parcours parlementaire au long cours, au très long cours. Dans ce texte, il y a une disposition, en particulier une mesure qui tient en 3 lettres, PMA, plus exactement l'AMP, l'assistance médicale à la procréation, précisément son extension aux femmes seules et aux couples de lesbiennes. Une mesure qui est dans l'air, oui, depuis près de 10 ans maintenant, promise et jamais faite, malgré les grandes déclarations de gouvernement soi-disant progressistes. Retour 9 ans, oui, 9 ans en arrière. On est en avril 2012 et François Hollande, alors candidat, le promet dans le magazine LGBT Têtu. Oui, il est bien favorable, nous dit-il, à l'ouverture de la PMA pour les couples de femmes, à condition, dit-il, que ce soit un projet parental. Mais voilà, la PMA ne figurera pas dans le projet de loi Mariage pour tous présenté par la garde des Sceaux, Christiane Taubira. Quelques mois plus tard, le Premier ministre d'alors, Jean-Marc Ayrault, renvoie à un avis futur du comité d'éthique. Il faut de toute façon attendre l'avis du comité. Oui, c'est la moindre des choses. Un avis favorable qui n'est arrivé que 4 ans plus tard, après une série de reports permanents sous François Hollande pour donner la pleine égalité de droit aux lesbiennes. Il était donc urgent d'attendre. Tandis que les arguments homophobes et lesbophobes emplissent alors, vous vous en souvenez, le débat public dans la foulée de la manif pour tous, certains proches de Hollande nous ont quand même fait croire que l'affaire n'était pas pliée. Par exemple, Bruno Le Roux, alors patron des députés socialistes sur Europe 1. Le gouvernement a confirmé qu'avant la fin de l'année, en accord avec le débat qui va avoir lieu avec le Conseil national d'éthique, il y aura un texte du gouvernement qui comprendra la PMA. Vous savez, nous avons été élus en 2012. Si ce texte était déposé en 2013, je considère toujours que ce sera dans la première partie du mandat. Mais en réalité, malgré la pression de certains parlementaires, la PMA sera définitivement abandonnée l'année suivante par le Premier ministre Manuel Valls, qui l'enterre. On a oublié lors d'une visite protocolaire au Vatican, étonnant pour ce grand chevalier autoproclamé de la laïcité. On est là, c'est-à-dire nulle part, quand Emmanuel Macron arrive à l'Élysée en 2017, 5 ans après l'entretien de François Hollande à Têtu. Pendant sa campagne, son mouvement En Marche l'avait promis noir sur blanc. Oui, nous sommes favorables à l'ouverture de la PMA pour les femmes seules et les couples de femmes. Sa ministre, Marlène Schiappa, embrayait d'ailleurs en juillet 2017. Nous ouvrirons effectivement la PMA, mais nous voulons avoir un débat serein et apaisé sur ce sujet. Débat tellement serein et apaisé que c'est raté. Et on est près de 2 ans plus tard, en mars 2019, le ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, le promet. Cette fois, c'est sûr, c'est pour bientôt. Personne ne peut avoir de doute. On verra en termes de calendrier, mais enfin on est plutôt sur un calendrier de fin d'année 2019, deuxième semestre 2019. Si ça déborde, ça déborde. Mais je veux dire, l'horizon, il est bien le vote d'un texte sur la PMA dans l'horizon que je viens de vous donner, c'est-à-dire dans l'horizon du pas de temps de 12 mois et pas d'un horizon sine-die qui reporterait sine-die les choses. Eh bien non, toujours pas. Là encore, rien ne s'est passé. À chaque examen de cette mesure, particulièrement au Sénat, où la vieille droite donne de la voix, c'est un festival de bêtises et d'ignorance. Entre lâcheté, lesbophobie et manque général de courage politique, l'égalité des droits pour les lesbiennes n'est jamais prioritaire. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, promet désormais le vote de la loi bioéthique et donc de premier parcours de PMA en France dès cet été. On verra bien. Reste un constat amer. Il y a 10 ans, nombre de couples de femmes désireuses d'avoir des enfants pensaient que cela arriverait bientôt. Depuis, certaines ont renoncé ou ont dû renoncer parce que l'horloge biologique tourne. D'autres, celles qui le pouvaient en tout cas, sont parties faire des PMA dans des pays voisins. Sur ce sujet-là, comme tant d'autres, ce sont encore 10 ans de perdu. J'accueille maintenant Marine Turki.
Salut Marine, installe-toi, journaliste au pôle enquête de Mediapart. Tu as publié hier sur Mediapart avec Lénaïque Bredou, David Perrotin, un nouvel article où apparaissent de nouveaux témoignages et documents mettant en cause le comportement du polémiste d'extrême droite Éric Zemmour, employé par les chaînes CNews et Le Figaro. Notamment ce SMS, dans cet article daté de 2018, envoyé à une jeune attachée de presse où, je le cite, Éric Zemmour lui dit « Attention, ces propos d'ailleurs peuvent choquer, alors j'attendrai que vous m'invitez chez vous pour vous violer ». Une enquête, Marie, qui fait suite à celle que vous aviez publiée il y a un mois, où vous révéliez plusieurs témoignages allant aussi en ce sens. Marine, d'abord un mot sur la façon dont vous travaillez sur ce dossier. Bien évidemment, la première enquête, qui date il y a un mois, a été accueillie avec suspicion par les adorateurs d'Éric Zemmour. Est-ce que c'est facile ou plutôt compliqué de mener cette enquête sur un personnage qui est sinon la figure médiatique de l'extrême droite aujourd'hui ? Alors on a eu les réactions habituelles qu'on a dans les affaires de violences sexuelles, à savoir pourquoi ces femmes parlent maintenant, il n'y a pas de preuves, pourquoi ça sort maintenant à un moment où on parle d'une candidature d'Éric Zemmour pour la présidentielle de 2022. On a même eu le mouvement de jeunesse, un collectif qui se présente comme le mouvement de jeunesse soutenant Éric Zemmour, Génération Z, qui a publié nos questions adressées à Éric Zemmour sur Internet, sur Twitter, et puis qui a mis des commentaires tournant en dérision ces accusations, expliquant que c'était un procès stalinien de Mediapart. Plusieurs choses là-dessus. D'abord, la première chose, c'est qu'on n'a pas d'agenda à Mediapart. On publie les enquêtes quand elles sont prêtes, quand elles sont finies, quand les informations sont recoupées, solidifiées. Et en l'occurrence, sur Éric Zemmour, on a eu des alertes différentes depuis environ, je dirais, 2 ans. À plusieurs reprises, on a travaillé et ces enquêtes n'ont pas abouti, comme c'est souvent le cas, notamment sur les affaires de violences sexuelles, parce que c'est des enquêtes longues et difficiles. Donc, dans ces cas-là, on met un petit peu les choses en pause et puis on y revient. C'est ce qui s'est passé cette fois-ci. Et pourquoi ça a été difficile ? Parce que la plupart des femmes qui témoignent dans ces 2 articles qu'on a faits, elles sont plutôt de sensibilité de droite, voire d'extrême droite pour certaines. C'est elles-mêmes qui nous le disent. Et ça reste très difficile à droite de l'échiquier politique aujourd'hui de témoigner dans ces affaires. Et puis aussi les entourages. Beaucoup nous ont dit que leurs entourages, qui étaient proches idéologiquement d'Éric Zemmour, les avaient plutôt dissuadés de témoigner ou leur avaient un petit peu indiqué qu'il pouvait y avoir des conséquences en fait personnelles, professionnelles. Donc ça a aussi joué là-dedans. Mais comme souvent, il y a un déclencheur, et le déclencheur, ça a été la parole publique d'une femme qui a permis que d'autres se disent « on y va, on témoigne ». Et cette parole, c'est celle de Gaëlle L'Enfant, une élue d'Aix-en-Provence de gauche, qui a témoigné publiquement sur Facebook fin avril, et ça a pu permettre d'autres paroles. Et on va revoir ce moment important. En effet, nous avions tourné, nous avions enregistré le témoignage de Gaëlle L'Enfant il y a quelques semaines, juste après la parution de votre enquête, et elle nous racontait ce qui s'était passé en 2005 lors de l'université d'été du PS, où était présent Éric Zemmour en tant que journaliste. On écoute. J'étais très contente parce que ce repas, on n'était que 5 personnes, dont Jean-Luc Mélenchon et Claude Barthelone, donc quand même des pointures en politique. Moi, j'étais une jeune militante, c'était assez formidable pour moi de pouvoir avoir ces échanges politiques-là. Et puis, il y avait un journaliste, Éric Zemmour, que je n'avais jamais vu. La soirée s'est passée, on a eu des échanges politiques vraiment très intéressants. Voilà, tout le monde s'est dit au revoir, on est allé se coucher, bon. Et le lendemain matin, Jean-Luc Mélenchon animait un atelier. Donc moi j'ai participé dans le public à cet atelier. Et Éric Zemmour arrive, mais très en retard, à peu près une demi-heure en retard. Il y avait un siège vide devant moi, il s'assoit, il me reconnaît, il me dit bonjour et il me demande de lui expliquer ce qui s'est passé. Ce que je fais, voilà, très bien, l'atelier se termine. On se lève, je me lève, il se lève, il m'attrape par le cou, il me dit « cette robe te va très bien » et il m'embrasse de force. C'était la surprise totale. Et je suis sûre qu'il y a plein d'autres femmes en fait qui ont vécu ça avec lui. C'est ce que j'écris dans mon post. Dans le monde de ces gens-là, on se sert. Et ce jour-là, il s'est servi. J'étais là, il s'est servi. Marine, il y a donc aujourd'hui, plus exactement hier soir, cette nouvelle enquête que vous avez publiée. Que peut-on lire dans cette nouvelle enquête ? Déjà, on peut lire des témoignages qui sont extrêmement similaires de femmes qui ne se connaissent pas. Parce que dans ces enquêtes, on dit souvent que quand on manque de preuves matérielles et que donc c'est la multiplication des témoignages qui conforte les accusations, qui permettent d'établir une forme de démonstration et parfois de dégager ce qu'on appelle un peu un mode opératoire. Et là, c'est vrai que ces témoignages sont extrêmement similaires. Et d'abord, dans le profil des femmes qui témoignent, c'est-à-dire que toutes sont hiérarchiquement inférieures à Éric Zemmour. Elles sont, pour certaines, maquilleuses, donc intermittentes. Elles sont journalistes apprenties
apprentie ou débutante ou stagiaire, étudiante, jeune attachée de presse, donc bon, hôtesse d'accueil également. Donc ça, c'est important de souligner ce rapport de pouvoir qui n'est pas le même. Et puis beaucoup nous ont dit que leurs entourages leur avaient dit que ta parole ne pèsera pas face à quelqu'un comme Éric Zemmour, on ne t'écoutera pas, ou même au Figaro, entre une apprentie journaliste et puis quelqu'un d'installé médiatiquement comme Éric Zemmour, voilà, le rapport de force, il est évidemment très inégal. Donc ça, c'est la première, évidemment, similitude. Après, sur les faits... voilà, parce que ce qui est frappant quand même dans vos deux enquêtes, c'est ce que disent les femmes que vous avez interrogées. Tu l'as dit, elles ont des métiers différents, des âges différents, même parfois. On parle de temporalité différente aussi, hein, c'est pas toujours au même moment que ça s'est passé, et pourtant, elles décrivent au fil des années justement un comportement d'Éric Zemmour extrêmement similaire et récurrent. C'est pas toujours le cas, il y a pu y avoir d'autres contextes, mais souvent quand même, ça commence par des rencontres dans un café, à but au départ professionnel, qui virent, si l'on en croit hein, leur récit, à ce que l'on pourrait qualifier de harcèlement ou d'agression. C'est le cas par exemple de Marie, une attachée de presse qui a rencontré Éric Zemmour en 2008 au Corner Haussmann, un café près du Figaro. Elle affirme qu'après un début de conversation professionnelle, Éric Zemmour aurait, je cite, glissé une main pour la poser sur sa cuisse. C'est à elle d'ailleurs que Zemmour a ensuite envoyé ce SMS où il parle de viol, hein, dont on a parlé au début. Le cas aussi de Séverine, une apprentie journaliste qu'il a rencontrée il y a bien longtemps, en 1999. Là encore, il discute et puis il aurait mis, je cite, sa main sur sa cuisse de façon appuyée, encore les mêmes mots, avant de retourner au Figaro avec elle, de, je cite encore, la pousser contre la paroi de l'ascenseur et de l'embrasser de force. Un témoignage qui rejoint celui d'une journaliste belge, Aurore Van Opstal, qui raconte la même scène dans l'article précédent. Elle dit que dans un café en 2019, Éric Zemmour lui aurait, je cite, caressé le genou avec sa main, remontant, entre autres citations, jusqu'à l'entrejambe. Et il y a d'autres témoignages hein, où les jeunes femmes qui vous ont parlé ont dit s'être retrouvées plaqué contre un mur ou embrassé de force. C'est d'ailleurs la même chose que raconte Gaël L'Enfant. Marine, face à tout ça et à ces comportements qui paraissent être récurrents, Éric Zemmour, la première fois, il n'a pas souhaité réagir. C'était un refus très explicite. Est-ce que cette fois, il vous a répondu ? Alors cette fois, il ne nous a pas répondu du tout. La première fois, on l'avait eu au téléphone, il avait dit « Vous pouvez m'envoyer vos questions, mais je n'y répondrai pas », et c'était son droit. Là, il ne nous a pas répondu du tout. Il faut savoir qu'à chaque fois, on questionne Éric Zemmour sur les détails qui seront ensuite dans l'article, pour qu'il ait la parole. Il n'a pas souhaité ni infirmer ou démentir, ni confirmer aucune réponse. Marine, Éric Zemmour est toujours employé par le quotidien Le Figaro et par la chaîne CNews. Prenons le premier de ses employeurs, CNews, où Zemmour officie chaque soir. Quelle est leur réaction ? Alors, on n'a eu aucune réaction de la chaîne CNews. Dans le premier article, il y avait quand même le directeur de l'information de CNews qui nous avait dit qu'il reconnaissait qu'il y avait eu un incident avec une journaliste qu'on évoquait dans l'article. C'était en 2019. Il lui avait conseillé, dit-il, d'aller voir le service ressources humaines, ce qu'elle avait fait. Mais lui n'avait pas souhaité convoquer Éric Zemmour sur cet incident. Et puis, il y a le Figaro, effectivement. Le Figaro nous a indiqué, le directeur de la rédaction, Alexis Brezen, nous a indiqué qu'il n'avait reçu aucun signalement, il n'avait été saisi d'aucun fait concernant Éric Zemmour, ni lui, ni la direction des ressources humaines. Mais il faut savoir qu'il y ait une plainte pénale ou non, l'employeur, il a comme obligation d'assurer la sécurité des salariés et il aurait très bien pu donc diligenter une enquête interne pour faire la lumière sur tout ça et démêler tout ça, entendre les uns et les autres. Pour l'instant, ce n'est pas ce que le Figaro a fait. Par contre, la société des journalistes du Figaro, qui est l'instance qui représente la rédaction, a, elle, demandé un rendez-vous à la direction du Figaro et cette réunion aura lieu mercredi. Elle va porter sur deux aspects du cas Éric Zemmour. D'une part, les accusations de violences sexuelles et d'autre part, la présence d'Éric Zemmour à la manifestation de policiers le 19 mai. Donc ça, c'est à la demande des journalistes du Figaro. Affaire à suivre donc. Merci beaucoup Marine. On lit vos enquêtes avec Lénaïque Bredou et David Perrotin sur Mediapart. On va recevoir maintenant la députée européenne écologiste Karima Delli. Voilà, le petit chassé-croisé habituel, rentrée Karima Delli. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Air Libre. Karima Delli, vous avez 42 ans, députée écologiste européenne depuis 2009, réélue 2 fois depuis. Vous présidez la commission des transports et du tourisme du Parlement européen, commission importante. Et vous êtes tête de liste dans les Hauts-de-France, la région Hauts-de-France, face à Xavier Bertrand notamment, pour les régionales du 20 et 27 juin. Donc ça, c'est bientôt. Tête de liste, c'est assez rare pour être souligné, de la gauche unie Europe Écologie Les Verts, votre parti France Insoumise, Parti Socialiste, Parti Communiste, Génération Écologie et Place Publique.
Par quel miracle ça s'est produit alors que la gauche... Et le Parti radical de gauche. Et n'oublions pas le Parti radical de gauche. Par quel miracle ça s'est produit alors que la gauche, les gauches, semblent très divisées avant ces régionales? Eh bien, tout simplement, lorsque j'ai été investie par mon propre parti politique, j'ai pris le temps, tout simplement. C'est-à-dire, j'ai fait des rencontres bilatérales. Ensuite, j'ai appelé tout le monde. Et j'ai montré à quel point, en fait, nous pouvions que nous unir. Vous aviez dit quoi? Il y a une urgence? Parce que la région, aujourd'hui, il n'y a plus d'élus de gauche à la région? Il n'y a pas d'élus de gauche, il n'y a pas d'écologistes au sein du Conseil régional, mais c'est surtout le bilan. Une cogestion avec l'extrême droite, donc le Rassemblement national, et une droite extrême de Xavier Bertrand. Le bilan est catastrophique. Vous voyez, nous avons une région où le taux de chômage est le plus fort en France. Nous avons une région où 31% des jeunes sont au chômage. C'est 6% de plus que la moyenne nationale. Nous sommes une région qui, malheureusement, nous avons une espérance de vie de 3 ans de moins que les autres régions. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'ai 3 ans de moins de vie que vous qui vivez en Île-de-France. Face à cette situation, nous avons pris en compte la question de l'urgence. Une urgence sociale et une urgence environnementale. Et nous ne voulons pas que l'histoire se répète. En quoi le bilan de Xavier Bertrand, c'est un bilan de droite extrême dans les Hauts-de-France? Parce que ce sont des politiques régionales, donc on parle souvent de choses très concrètes. En quoi vous le qualifiez de droite extrême, ce bilan? Parce qu'aujourd'hui, M. Xavier Bertrand tient des propos, parce que bien sûr, il se sert comme tous les autres candidats, c'est ça qui est terrible. M. Xavier Bertrand considère que cette élection régionale, c'est un tremplin pour l'élection présidentielle. Il l'a dit, s'il sera définitivement candidat, s'il gagne... On a 5 ministres, 5 ministres, notamment pour La République En Marche, qui n'ont qu'une visée, c'est de reconduire M. Macron à l'Élysée. On a M. Chenu, qui est un petit peu là pour défendre la firme... de Madame Le Pen, avec une visée encore, c'est l'élection présidentielle à l'Élysée. Pourquoi je dis droite extrême? Parce que, justement, pour moi, parfois, M. Bertrand tient des propos, notamment sur le domaine qu'est la sécurité, qui sont franchement incroyables. D'inventer comme ça de la surenchère sur la sécurité pour essayer de ressembler au Rassemblement national est pour moi inacceptable. Vous parlez du Rassemblement national. Est-ce que ça fait partie des régions où on considère que le Rassemblement national, avec PACA, l'Occitanie, mais surtout PACA aussi, peut gagner cette région aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que c'est une réalité? Dans la région des Hauts-de-France, je vous le dis, l'extrême droite ne passera pas. En politique, il n'y a pas de fatalité. Vous savez, ce ne sont pas les sondages ou les commentaires médiatiques qui font une élection. Ce sont les citoyens. Ça, c'est le constat. Maintenant, que faut-il faire pour que ça n'arrive pas? Il faut arrêter de faire des promesses. Moi, je n'ai pas un programme de promesses. Oui, revenir sur... Voilà, j'ai un programme d'action concrète pour changer la vie des gens. Nous avons une motivation, c'est véritablement faire en sorte que tous les indicateurs qui sont au rouge dans notre région soient au vert demain. Et il y a urgence. Il y a urgence. Passons à ça, si vous voulez bien. On va passer au programme, puisque vous y venez, et je reviendrai après sur d'autres questions. Le programme, sur votre site internet, on trouve CRINSP Opposition pour changer la vie, agir pour le climat, pour l'emploi. Dedans, 100 000 emplois verts et durables, la lutte contre les déserts médicaux, la gratuité des transports publics régionaux pour les moins de 26 ans, des conventions citoyennes sur les sujets majeurs de l'avenir régional. C'est ce que vous dites dans votre programme. Et votre slogan, c'est pour le climat et pour l'emploi. Comment ça marche? Vous avez dit les taux de pauvreté, notamment dans cette région, victime de la désindustrialisation. Voilà. Comment ça marche, l'écologie en pratique, dans des quartiers populaires, loin de la politique, avec de forts taux de pauvreté, beaucoup d'abstention, des villes désormais qui sont gérées par le Front National. Et comment ça marche particulièrement dans ce contexte où, toute la journée, vous l'avez dit pour Xavier Bertrand, mais ça vaut pour d'autres, y compris à gauche, on y reviendra, il n'est question, en tout cas beaucoup, de questions sécuritaires et de questions identitaires. Alors tout d'abord, on peut comprendre que la sécurité soit un sujet sérieux auprès des habitants. Les gens ont peur. Ils ont peur parce que, justement, aujourd'hui, on a une situation qui est... ils n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir, vous voyez? Parce que personne ne parle de programme et de propositions concrètes. Et quand on parle de sécurité, c'est pas seulement la sécurité sécuritaire
où certains se donnent à cœur joie, notamment notre ministre de l'Intérieur, on l'a vu, de faire de la surenchère ou de faire leur petit marché sur la question de la sécurité, alors qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la sécurité, on peut comprendre, notamment nos forces de police, on doit remercier parce qu'elles sont là aussi pour nous protéger. Mais qu'est-ce qu'elles demandent, nos forces de police ? Nos forces de police demandent plus de moyens. Moi, je peux vous le dire, je suis sur le terrain, j'ai vu certains commissariats qui ressemblent à des taudis. Quand on voit que des millions d'heures supplémentaires n'ont pas été payées, etc. Mais la sécurité en tant que telle n'est pas une compétence de la région. Moi, je veux m'occuper de la sécurité, notamment à la santé, que chaque habitant ait une offre de santé. Vous voyez, je veux m'occuper de la santé alimentaire de mes citoyens. Je veux que demain, chacun d'entre eux puisse manger bio. Et une autre partie de la sécurité, puisque tout à l'heure, votre collègue a parlé de la place des femmes. C'est quand même incroyable que cette question de la sécurité des femmes ne soit pas en une de toute... Elle est sur Mediapart. Elle est sur Mediapart, tant mieux. En tout cas, la sécurité des femmes est pour moi quelque chose de prioritaire. On a parlé là des agressions et je pense qu'il faut aller plus loin. Le harcèlement dans les transports, c'est une compétence de la région. Qu'est-ce qu'on fait pour que les femmes, justement, se sentent à l'aise et n'aient pas peur dans les transports? Ça, c'est ma responsabilité. C'est la raison pour laquelle moi, je veux plus de personnel, vous voyez, dans les transports. Vous avez parlé se sente bien. Vous avez parlé de la manifestation des policiers, des revendications des policiers. Parmi les gens qui vous soutiennent dans les Hauts-de-France, il y a notamment Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste français. Il est candidat à la présidentielle, accessoirement pro-nucléaire, ce qui est pas le cas des écologistes. Et il a été à la manifestation des syndicats policiers à Paris. De même que Yannick Jadot, candidat EELV, y est allé lui aussi. Est-ce que vous y seriez allé, même si j'entends bien que ce n'est pas la compétence de la région? Dans un autre contexte, est-ce que vous y seriez allé? Je n'ai pas participé à cette manifestation pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve que le sujet de la sécurité ne peut pas être géré comme on le fait actuellement. Vous voyez, lorsqu'on a un ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, qui manifeste contre lui-même devant... Manifeste contre lui-même? Bah oui, il manifeste contre... justement, et il manifeste contre lui-même parce que les policiers sont là, ils disent concrètement qu'ils n'ont pas les moyens d'exercer correctement leur mission. Donc il manifeste contre lui-même devant la représentation nationale qu'est l'Assemblée nationale. Vous voyez, et contre le ministre de la Justice. Donc M. Darmanin, il doit arrêter les coups... Mais là, si on parle de Fabien Roussel, de Yannick Jadot, c'était une erreur d'y aller à cette manifestation? Mais ils font ce qu'ils veulent. Moi, ce que je dis là, dans ce moment très précis, c'est que nous avons un ministre de l'Intérieur qui doit absolument arrêter les coups d'éclat permanents. Mais je parle de Fabien Roussel et Yannick Jadot. Mais Fabien Roussel, comme Yannick Jadot, je respecte le fait qu'il soit allé, mais je pense qu'il ne portait pas les revendications. Je pense qu'il portait les revendications premières de cette manifestation, qui revendiquait d'abord des conditions de travail qui ne peuvent plus être exercées, mais ensuite, après, d'aller dans la dérive de la justice contre la police, etc., je ne crois pas. Maintenant, la véritable question... Il y avait des slogans anti-justice à cette manifestation. Voilà, plusieurs responsables de gauche, dont certains de votre parti, sont allés. Oui, mais moi, je le dis, je ne suis pas allée et je ne serai pas... j'aurais pas été favorable à ce genre de manifestation. Mais en disant ça, on ne règle pas le problème. Vous voyez, il faut vraiment que dans ce pays, on comprenne qu'un ministre de l'Intérieur doit être responsable et pas faire de l'esbrouf. Je vous le dis d'une manière assez ferme, parce que ce genre de comportement en ce moment est pour moi inacceptable, voire minable. Pourquoi ? Parce qu'on est dans la surenchère permanente. On a vu M. Darmanin d'abord dire à l'extrême droite que l'extrême droite, face à Marine Le Pen, elle était molle. Ensuite, on a vu M. Darmanin se déchaîner contre une adversaire qui avait dit que la manifestation était glaçante, donc je porte plainte. Vous voyez, cette surenchère permanente, on n'a pas besoin de ça. Dans les Hauts-de-France, vous avez réussi cette union, je l'ai dit, mais ça n'empêche pas les ressentiments. Dans Le Monde, récemment, Jean-Luc Mélenchon a eu cette phrase cinglante qui n'est pas passée inaperçue. Les écologistes, dit-il, ont un avenir aussi longtemps qu'on ne les voit pas à l'œuvre. Vous ne l'avez pas pris un peu pour vous ? Absolument pas. Jean-Luc Mélenchon est dans son tempo et dans son rythme. Il est dans l'élection présidentielle. C'est utile, ce genre de déclaration ?
écoutez, c'est Jean-Luc, il a le droit de dire ce qu'il veut. Nous sommes dans un pays de libre expression. Il a le droit de le dire. Nous ne sommes pas du tout dans le même agenda. Lui, il est dans l'agenda présidentiel. Moi, je suis concentrée sur cette élection régionale et je me donne tous les moyens. Notamment, vous savez, sur le terrain, ça se passe très bien. Les insoumis, les communistes, les socialistes, la France, le Parti radical, tout le monde s'entend bien. On a un objectif, d'aller chercher la victoire dans ces Hauts-de-France. La gauche, à part les Hauts-de-France, je l'ai dit, elle part désunie, très désunie à ces régionales. Est-ce que c'est pas un peu la certitude de l'échec maintenant et en 2022 ? Je crois que le problème que nous avons, c'est que depuis des années, les chefs de parti ont tendance à donner un spectacle qui n'est pas le bon. Déjà, ils donnent une image de division, où ils se haïssent, où ils ne se parlent pas. Ça ne marche pas comme ça. Vous savez, moi j'ai fait l'Union, j'ai pris beaucoup de temps, ça a duré 9 mois. Il faut d'abord travailler ensemble, discuter, loin, vraiment loin, c'est ce que je dis, loin des caméras. On n'a pas besoin d'être tout le temps sur des photos de famille pour faire semblant, bien au contraire. Ce qui se passe en ce moment avec les différentes réunions autour de l'Union de la gauche, pour vous, c'est des photos de famille pour faire semblant ? Moi, je pense que d'abord, il faut une méthode. Vous savez, moi, j'ai mis en place une méthode. La méthode est très, très simple. C'est-à-dire d'avoir tout le monde autour de la table et de parler concrètement de ce qui nous divise et ce qui nous rassemble. Vous voyez, ce temps-là, c'est un temps long. Et ensuite, de mettre en place justement une méthode de travail pour se réconcilier sur un vrai programme. On a réussi, c'est un atout. Maintenant, j'espère que tout le monde s'en inspirera pour demain. Vous avez parlé de Gérald Darmanin, il fait partie des 5 ministres, l'ancien maire de Tourcoing, Gérald Darmanin, la ville où vous êtes né, d'ailleurs. Oui, je crois. Non, je suis né à Roubaix, mais j'ai vécu, voilà, mon enfance à Tourcoing. Voilà, oui. tout ça est assez près, par ailleurs, Roubaix-Tourcoing. Mais Gérald Darmanin, il est candidat avec 5 autres ministres, Éric Dupond-Moretti, Agnès Pannier-Runacher, Alain Griset et Laurent Pietraszewski. Qu'est-ce que vous pensez de cette nationalisation de la campagne ? Mais d'abord, une petite question. Gérald Darmanin, on a parlé de violences sexuelles tout à l'heure et d'agressions sexuelles présumées de la part d'Éric Zemmour. Il est accusé, comme Mediapart l'a écrit, vous savez, d'avoir obtenu des faveurs sexuelles en échange de services rendus. Il y a eu des appels à sa démission. Est-ce que c'est des appels que vous soutenez ? Bien entendu. Je trouve qu'aujourd'hui, les faits sont là. Vous le décrivez dans plusieurs de vos papiers. Je pense que sur ces questions-là, il faut vraiment montrer à quel point... Et je voudrais d'abord leur dire merci à toutes ces femmes. Parce qu'elles ont le courage de parler, vous voyez. Et c'est difficile de parler, parce que dans des situations, parfois de difficultés professionnelles, parfois de difficultés, voire psychologiques, c'est pas facile. Et Marine, en effet, se rend compte tous les jours en travaillant. Et donc, il faut d'abord leur dire merci. Et je crois qu'après le mouvement MeToo, Balance ton porc, etc., il n'y a pas de réaction, vous voyez. Je trouve ça assez indécent. Et là, votre collègue parlait tout à l'heure de Éric Zemmour. Je trouve inacceptable, et je le dis, la non-réponse des employeurs de M. Zemmour. Il doit quitter l'antenne, il doit quitter le Figaro. Je crois que les employeurs de M. Zemmour doivent tirer toutes les conclusions de ce que vous avancez sur votre enquête. Et ça ferait tellement aussi un peu de dignité, mais surtout de permettre à ces femmes de dire la peur et la honte doivent changer de camp désormais. Une question plus politique, Karim Adeli. Les Verts sont fréquemment attaqués par le gouvernement, on le sait, la maire de Strasbourg à propos d'une mosquée, celle de Poitiers quand elle supprime la subvention d'un aérodrome. Mais est-ce que parfois ils ne souffrent pas d'un peu de légèreté ? Il y a eu cette affiche de la campagne de Julien Bayou en Ile-de-France stigmatisant les boomers, on s'en rappelle. Puis dans les Hauts-de-France, cette campagne, dans une terre d'abstention, c'est visuel, n'allez pas voter, les jeunes s'en sortent très bien sans emploi, ou encore n'allez pas voter, les inégalités, il y en a toujours eu. Pourquoi changer ? On comprend visiblement que c'était du 3e ou du 4e degré. Le député insoumis et votre colistier Hugo Bernalicis s'en est ému et il a lui parlé de visuel irresponsable. Est-ce que c'était une erreur ? Non mais je le prends tel quel, mais maintenant je crois vraiment sans langue de bois. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire des focus sur des non, entre guillemets, non-affaires. La véritable question qu'on doit se poser, c'est pourquoi on s'attaque toujours aux écologistes. Je crois qu'on s'attaque aux écologistes sur des petits problèmes, parce que moi j'aurais tellement aimé qu'on s'attaque à Xavier Bertrand lorsqu'il coupe toutes les subventions
notamment aux associations environnementales dans ma région. Ça n'a même pas fait l'objet d'un article. Vous voyez, j'aurais aimé qu'on écrive, lorsque le Front National coupe les vivres, notamment des locaux et des subventions à toutes les associations caritatives qui aident les plus démunis. Je crois que les écologistes font peur à la veille notamment de cette élection présidentielle. On l'a vu avec les propos des uns et des autres, mais parce que je pense qu'ils n'ont pas compris leur temps. C'est-à-dire qu'ils accusent les écologistes parce que les écologistes commencent aujourd'hui à émerger au niveau électoral. Donc on fait peur, notamment à ce gouvernement, parce qu'on vient pointer l'absence de politique environnementale dont nous avons besoin, tant dans notre pays. Une question rapide, ôtez-moi d'un doute, la primaire écolo, elle est prévue pour septembre, la primaire de votre parti. Elle aura lieu, manifestement, Yannick Jadot aimerait faire autrement, je ne comprends pas très bien comment, mais peut-être la dépasser d'une façon ou d'une autre. Elle est quand même dans les statuts du parti, cette primaire. Donc elle aura lieu ? Je ne sais pas si elle aura lieu, mais en tout cas, ce n'est pas... Vous souhaitez qu'elle ait lieu ? Non, ce n'est pas mon problème. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis concentrée sur ces élections régionales. Il y a tellement à faire. Vous savez, cette campagne, elle est, et je le regrette, elle nous est presque volée. Parce qu'on parle beaucoup de national, mais on ne parle pas des gens. Moi, je serai la seule candidate régionale pour défendre l'intérêt des citoyens. Vous voyez, ça, c'est ce qui m'anime tous les jours, tous les matins. Tandis que des autres ont des intérêts privés. C'est l'élection présidentielle, mais c'est aussi de conforter un petit peu les clientélistes des uns et des autres. Mais c'est le type de projet. Moi, je porte un projet de rupture. Vous voyez, Xavier Bertrand a co-géré la région avec l'extrême droite, et aujourd'hui, il porte le même programme. Plus de nucléaire, tout pour les chasseurs, faire en sorte de se battre contre l'éolien. Ce n'est pas mon projet. Mon projet, il est assez simple. Mon projet, c'est de rendre les gens heureux et de venir absolument faire en sorte que leurs problèmes, des questions d'emploi, c'est ça qui m'anime. Et les questions de climat, parce que les plus pauvres sont les premières victimes. Je vous écoute, il y a dans cette campagne, et quand on vous entend ici, dans d'autres interventions, il y a un discours très calibré, je trouve, sur cette question de... voilà, il n'y a pas mais parce que moi, vous savez, quand je vois ce qui se passe sur le terrain, tous les jours, quand je sors d'usine, Maxamtam, c'est quoi ? C'est une usine qui fabriquait de l'ammoniac. Licenciement des salariés du jour au lendemain. Et vous savez, pendant plusieurs semaines, ces salariés vont rester sur le site pour surveiller l'ammoniac. Parce que si ça explose, on a ce qu'on a vécu au Liban ou à AZF. Ils ne sont pas reconnus. Ils protègent leur usine et ils protègent aussi les riverains. Qui en parle ? Ces salariés, c'est eux qu'on devrait mettre en avant parce que, ils ont de la dignité, mais ils sauvent des populations. Ça m'intéresse d'en parler. Vous voyez, quand je vais à Bridgestone, ces usines où on fabriquait des pneus, on leur a permis monts et merveilles. Notamment la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, et M. Bertrand, qui ont fait de la gesticulation devant les caméras. Finalement, ces multinationales ont reçu de l'argent public et c'est le prix des salariés qui sont sur le carreau 800. Sur cette question-là, justement... Vous me posez une question très vraie. C'est pas parce que je ne veux pas répondre à vos questions, mais ces petits jeux politiciens des uns et des autres, ça ne m'intéresse pas. Ce qui me fait vibrer dans la politique, et je le vois tous les jours parce que je sais ce que ça veut dire être fille d'ouvrier. Vous êtes née dans une famille nombreuse de Tourcoing, parents immigrés algériens, vous avez fait d'abord un BTS, puis ensuite... Voilà, j'ai fait un BTS, je me suis battue pour faire des études, pour montrer que les classes populaires pouvaient faire des études, vous voyez ? Alors les petits jeux de calcul, de politique, ça ne m'intéresse pas. Si je suis rentrée aujourd'hui en politique, c'est pour une chose. Faire en sorte que les gens sortent de ces situations dramatiques qu'ils vivent en silence. Je dis en silence parce qu'ils ne sont pas représentés dans la vie politique. Où est la classe ouvrière ? Où sont les classes populaires ? Eh bien, moi, je me bats pour eux. Pour me dire une chose, c'est qu'elles mangent bien, qu'elles se déplacent bien, qu'elles puissent justement regarder leurs enfants dans un avenir radieux. Ça m'intéresse. Et c'est pour ça que je me bouge pour trouver des solutions, pas faire des grands discours. On n'a plus le temps des grands discours parce que la déception, elle donne justement des scores importants à l'extrême droite. Ce n'est pas ce que je veux pour mon pays et ce n'est pas ce que je veux
pour notamment les Hauts-de-France. J'ai une petite dernière question. Vous vous appelez Karima Delli, vous venez d'un milieu populaire. Est-ce que, je sais que notamment au Parlement européen, il y a eu des attaques racistes directes de la part d'un député hongrois, je crois, qui s'en est pris à vous avec des termes objectivement racistes. Est-ce que c'est difficile d'être une femme politique qui s'appelle Karima dans la France de 2022 ? Non, au fait, mon histoire, vous dites fille d'ouvrier, à 9e de 13 enfants, mon histoire, elle ressemble à beaucoup d'autres en France, vous savez. Et moi, je suis fière d'être un peu le produit de l'école républicaine. Je suis fière de montrer à quel point, oui, nous sommes en capacité aujourd'hui, nous les femmes, de porter des projets et d'être aussi compétentes à la tête d'une région que n'importe qui. Oui. Et ensuite, quand vous m'évoquez un peu mes origines, c'est un peu sous-titré, c'est une richesse. Et ma région, c'est une terre d'accueil. Vous voyez ? Et moi, je suis fière de là où je viens, d'où je suis née, et là où je veux y aller. Voilà. J'ai juste une petite question pour terminer. Est-ce que le climat, on a parlé en effet d'aspects nationaux, vous parlez beaucoup de la région et de cet enthousiasme, de cette envie de changer la vie des gens sur le terrain, très bien. Est-ce que quand même, au-delà de la simple campagne régionale, le climat général dans ce pays, et si je pose ma question sur le fait de s'appeler Karima, c'est qu'on voit bien l'ambiance aussi un petit peu raciste dans laquelle on est quand même dans nombre de débats publics. Est-ce que vous êtes inquiète du climat à un an de la présidentielle dans ce pays ? Et encore une fois, je parle des Hauts-de-France particulièrement, abstention, des endroits où le Front National exerce déjà et peut progresser, donc quelque chose là d'assez explosif. Mais je crois qu'il faut qu'on se réveille. C'est-à-dire que d'abord, il ne faut pas que ce soit l'extrême droite et le Rassemblement national. Moi, je le dis très clairement, pour moi, ils ne seront jamais dédiabolisés. Il faudra toujours continuer à les diaboliser parce que le projet qu'ils portent sème la division et sème la haine. Ce n'est pas ça dont la France a besoin. C'est la raison pour laquelle il faut vite absolument se parler, se faire en sorte qu'on porte un projet d'espoir. Les gens ont besoin d'optimisme, les gens ont besoin de propositions concrètes, les gens ont besoin d'une nouvelle aventure de destin commun. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Bon, franchement, vous pouvez gagner ? En tout cas, je fais tout pour créer la surprise et je peux vous garantir une chose, déjà que je serai au second tour et je ferai tout pour gagner parce que c'est pas seulement Karima Delli qui le mérite, c'est tous les habitants et les habitantes des Hauts-de-France. Eh bien, nous verrons donc ça pour le premier et deuxième tour des élections régionales les 20 et 27 juin. Merci Karima Delli, candidate de la gauche unie, une fois n'est pas coutume, je l'ai dit, au régional dans les Hauts-de-France. Vous restez 2 secondes avec moi pour le 24 heures. Si vous n'avez pas lu 24 heures, voilà la séance de rattrapage. Et on commence par ce portfolio du photographe Raphaël L. Nous en avions déjà parlé dans l'émission. Les salariés de la fonderie MDF sont toujours mobilisés à Saint-Claude. Dans le Jura, la semaine passée, une nouvelle audience au tribunal de commerce a eu lieu et elle a abouti à un nouveau délai. Les salariés sont à cran mais ne lâchent pas la mobilisation. À voir en images sur Mediapart. Hélène Salvi s'intéresse, elle, à l'éternel retour de Manuel Valls. L'ancien Premier ministre de François Hollande quitte Barcelone pour renouer avec la vie politique française. Pour Hélène Salvi, Manuel Valls, fort de ses crispations identitaires, de son aptitude à se couler dans l'agenda idéologique de l'extrême droite et de son absence totale de cohérence, s'inscrit parfaitement dans l'air du temps. Enfin, Michael Correa nous révèle comment EDF s'associe à l'un des plus grands criminels climatiques en Chine. L'électricien mettra en service cette année son premier parc éolien offshore. Son partenaire local, le géant China Energy, est le deuxième plus gros pollueur climatique mondial. Voilà, à l'air libre, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même endroit. À demain, prenez soin de vous.